C'est ça. Donc, vous confirmez s'il vous plaît si vous êtes là. Alors, j'attends votre confirmation s'il vous plaît. Donc, très bien. Donc, on va voir ensemble la suite du cours de l'acide carboxylique et dérivés. Donc, on va d'abord continuer avec la partie des dérivés d'acide carboxylique. Voilà, merci pour votre réponse. Voilà, donc on va traiter la deuxième partie de cours des acides carboxyliques. On va voir quels sont les dérivés d'acide carboxylique. Donc, tout d'abord, ces dérivés-là partagent le même support chimique. Nous avons les halogénures d'acide, nous avons à côté les anhydrides d'acide, les esters, les amides et les nitriles. Donc, vous suivez avec moi cette partie et par la suite, on va entamer la séance TD. Donc, ces dérivés-là vont partager le même support chimique que l'acide carboxylique, mais cette fois-ci, on va remplacer la fraction OH par une fraction halogénure, le X, ou encore par une fraction carbonyl oxyde, donc vous voyez ici, alkyl carbonyl oxyde que vous voyez ici. Donc ça, c'est dans les anhydrides d'acide. Vous avez à côté les esters, dans lesquels on va remplacer l'halogène par une fraction alkoxy. Par la suite, vous avez les amides. Donc là, c'est un groupement amide qui remplace l'hydroxyde. Et vous avez enfin les nitriles. Donc là, en quelque sorte, nous avons même remplacé le carbonyle. Donc, nous avons remplacé l'ensemble du groupement carboxyle par un fragment nitrile que vous voyez à ce niveau. Donc, quels sont les dérivés qui ressemblent vraiment aux acides carboxyliques? Ce sont beaucoup plus les halogénures, les anhydrides, les esters, les amides. Donc là, vous avez en quelque sorte même les réactivités chimiques qui se rapprochent. Mais là, on va assister à une réactivité qui est plus importante avec ces dérivés-là. Pourquoi? Parce que vous avez ici des groupements qui sont plus électronégatifs comparativement avec le groupement OH. Donc, ceci dit que la liaison entre ce carbone et celui-là, je parle du groupement Z, quel que soit, nous avons toujours une différence électronégativité qui est tellement importante qui fait que la liaison elle soit bien polarisée et fait que la séparation de charge elle est meilleure comparativement avec les acides carboxyliques et donc une réactivité qui est bien supérieure, notamment pour les halogénures d'acide et pour les anhydrides d'acide. Voilà. Donc, un rappel rapide concernant la nomenclature. Donc là, vous avez pour tout d'abord les halogénures d'alkyle. C'est presque les mêmes règles que pour les acides carboxyliques, sauf que cette fois-ci, on va précéder le nom par le nom de l'halogénure. On va faire suivre tout ça par le squelette carboné. Donc, 4 carbones, ça correspond à butane. La terminaison, au lieu de mettre OIC, on va mettre OIL. Donc, c'est pour dire qu'il s'agit bien d'un dérivé de l'acide carboxylique. Donc, c'est toujours halogénure de alkane OIL. D'accord? Donc, vous avez à côté le bromure d'hexa 4N-OIL. Donc là, c'est juste un autre exemple. Ça présente toujours la classe des halogénures. Donc là, on va toujours commencer par l'halogène. Vous avez bromure. Par la suite, le nom du squelette carboné. Bien sûr, la numérotation doit commencer à partir de ce carbone. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de la position 4, vous avez la double liaison, on doit l'indiquer. Par la suite, vous avez la terminaison OIL qui va indiquer la classe des halogénures. Donc, c'est toujours halogénure de l'alcane, quelle que soit la nature du squelette. Ça peut être un hydrocarbure saturé
de connexion. Je vais repartager l'écran. Voilà, donc juste pour confirmer qu'il y a encore la communication, comme ça je serai à l'aise dans ma présentation. Une confirmation par un SMS toujours. Donc voilà, merci pour la réponse. On passe toujours avec la nomenclature, on passe pour voir les anhydrides d'acide. Donc là, on parle des dérivés qui proviennent à partir de la déshydratation de deux molécules d'acide. Donc par élimination d'H2O entre deux acides, que ce soit deux acides analogues ou différents, on obtient ces anhydrides. Donc on peut avoir les anhydrides qui sont symétriques comme celui-là. Donc vous avez comme si les deux parties sont analogues. Et vous avez à côté l'anhydride éthanoïque et propanoïque. Donc, deux fragments de part et d'autre classés selon l'ordre alphabétique. Là, vous voyez que les deux parties ne sont pas analogues. Ceci dit que cet anhydride provient à partir de deux acides carboxyliques différents. Donc, dans la nomenclature, on doit toujours précéder par le préfixe anhydride, suivi par le nom de cette fraction qui correspond à l'un des acides carboxyliques, dans le cas des anhydrides qui sont symétriques. Donc là, j'ai mis éthanoïque parce que j'ai deux carbones. Par contre, dans le cas des anhydrides qui ne sont pas symétriques, comme cet exemple, donc on va mettre éthane et propane. Donc, c'est pour indiquer la nature des deux acides carboxyliques qui sont à l'origine de cet anhydride. Donc, sont énoncés dans l'ordre. Voilà, on continue avec la nomenclature. Une confirmation encore, s'il vous plaît. Voilà, donc, on continue. Pour les anhydrides, vous avez deux cas de figure, les anhydrides symétriques et asymétriques. Dans les symétriques, on va mettre un seul nom qui correspond au nom de l'acide carboxylique qui est identique. Dans le cas des anhydrides qui ne sont pas symétriques, on va mettre les deux acides origines de cet anhydride, mais énoncés dans l'ordre alphabétique, comme par exemple anhydride éthanoïque et propanoïque. Donc, c'est le E qui vient avant le P. On passe pour voir les esters. Donc, cette fois-ci, on va voir que pour les esters, nous avons deux fragments. Le fragment qui contient le carbonyle et le fragment qui est fixé sur toujours les coupures, juste pour patienter, le temps de régler. Voilà, donc le temps d'avoir la connexion. Donc, on continue avec les esters. Vous avez deux fragments, un fragment qui contient le carbonyle, un autre fragment fixé sur l'oxygène. Donc, dans la nomenclature, on va mettre alcanoate de l'alkyle avec alcanoate correspond au fragment contenant le carbonyle et alkyle, ça correspond au radical qui est fixé sur l'oxygène. Donc, comme exemple, j'ai proposé ça. Vous avez le propanoate pour le fragment qui contient le carbonyle. Bien sûr, je numérote à partir de là. Donc, j'ai 1, 2, 3. Par la suite, on met d'alkyle. Donc là, j'ai deux carbones, ça correspond à éthyle. À côté, vous avez un autre exemple. Vous avez, vous avez un squelette qui est ramifié cette fois-ci dans les deux côtés. Donc, je vais mettre 2-méthylpropanoate de 1-méthyl de propyle. Donc là, j'ai commencé par le fragment alcanoate, mais je vais indiquer également tout ce qui est ramification. Par la suite, je mets de l'alkyle, mais l'alkyle qui est ramifié. Donc, je dois indiquer ça en respectant la numérotation. C'est pour cela que j'ai insisté. Dans la numérotation, vous commencez à partir de là. Concernant l'alcanoate, vous allez mettre 1, 2, 3. Dans le fragment qui continue sur l'oxygène, vous allez mettre 1, 2, 3. Vous commencez toujours à partir du groupe fonctionnel parce que là, c'est le groupe le plus important. Voilà. Donc, on passe pour voir le cas des amides. Donc là, c'est presque la même chose que les amines, sauf que la terminaison, donc le suffixe change. Au lieu de mettre amine, on va mettre amide. Donc, je fais compter le squelette carboné, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça me donne butane amide. À côté, vous avez deux fonctions amides, donc ça vous donne butane diamide. Voilà. Donc, pas besoin de numéroter parce que là, on n'a pas de ramifications, mais le cas contraire, vous allez indiquer bien sûr le numéro correspondant aux ramifications. La numérotation commence à partir de là. C'est toujours le groupe fonctionnel qui est prioritaire. C'est lui qui doit avoir l'indice 1. D'accord?
On passe pour voir d'autres exemples. Donc, cette fois-ci, il s'agit des amides qui ne sont pas primaires. Donc, là, c'était simple parce que c'est juste des amides primaires. Dans le cas des amides qui sont secondaires ou tertiaires, donc la nomenclature, elle va suivre les mêmes règles que le cas des amines. Donc, si mon amide il est tertiaire, on va chercher le squelette de base, le squelette le plus ramifié. Donc là, je parle de ça. J'ai 1, 2, 3, ça me donne propane-amide. On va considérer tout ça comme squelette de base qui va terminer par amide, la fonction qui va indiquer la classe. Mais on doit précéder tout ça par N-alkyle, N-alkyle. Donc, je vais mettre N-éthyle et N-méthyle par rapport à ces ramifications, mais énoncées dans l'ordre alphabétique. On considère tout ça comme des radicaux portés sur l'azote. La même chose ici, vous avez une amide qui est tertiaire, mais cette fois-ci, c'est une amide qui est symétrique. Donc, on va voir que les deux radicaux ils sont identiques ici. Donc, pas besoin de mettre N-alkyle, mais directement N-N-dialkyle. Ça vous donne NN-diméthylbutanamide. Donc, là aussi, j'ai considéré le squelette fondamental, qui est le squelette le plus long. On l'a indiqué comme alcanamide. Et on a fait précéder tout ça par le nom des radicaux. S'ils sont identiques, on met NN-dialkyle. S'ils ne sont pas identiques, on va mettre N-alkyle, N-alkyle prime. D'accord? Toujours en respectant l'ordre alphabétique. On passe pour voir les propriétés physiques. Donc là, on peut dire que les amides partagent certaines propriétés des acides carboxyliques parce que là, vous avez le NH2 qui remplace le OH. Donc, vous avez toujours les liaisons hydrogènes. Ça vous donne des températures d'ébullition qui sont proches aux acides carboxyliques correspondants. Par contre, vous allez remarquer qu'il y a une analogie entre les halogénures d'acides, les anhydrides et les esters. Donc, systématiquement, c'est une analogie avec les aldéhydes et les cétones. Et de ce fait, les températures d'ébullition seront proches. Donc, c'est toujours expliqué par l'analogie structurale. Donc, une analogie donne systématiquement les mêmes paramètres physiques. De même que pour la réactivité chimique, si on a une analogie, on a forcément des réactivités communes, mais vu que le Z est différent à chaque fois, on aura quelques différences qu'on doit citer dans notre cours. Donc, tout d'abord, commençons par l'ordre de réactivité. On va trouver que la stabilité thermodynamique des dérivés d'acide, elle va suivre cet ordre-là. Donc, vous avez les amides. Par la suite, vous avez les esters, suivi par les thioesters. Et tout ça, il est plus stable que les anhydrides et les chlorures d'acide. Donc, quand on dit plus stable, ceci dit moins réactif. Donc, on peut dire que les amides et les esters sont très importants comme produits finis, parce que là, ils sont des produits stables. Et d'autre part, les anhydrides et les chlorures d'acide sont des dérivés qui sont importants comme réactifs, parce que là, ce sont des produits qui sont vraiment instables, donc ils vont donner une certaine réactivité dans le laboratoire. Donc là, le choix du réactif va dépendre de vos besoins. Si vous avez affaire à synthétiser un produit stable, donc là, vous allez choisir les amides et les esters. Si vous avez affaire à choisir un réactif de labo, donc là, vous allez choisir des chlorures d'acide, ou on va dire d'une façon générale les halogénures d'acide, ou encore les anhydrides. Donc, cet ordre de stabilité va nous renseigner sur la réactivité même. On peut déterminer à l'avance que les chlorures d'acide sont donc voilà. On continue toujours pour comparer les dérivés d'acide. Donc là, nous avons parlé de la stabilité thermodynamique. Ceci nous renseigne d'autre part sur la réactivité de ces dérivés. On peut prévoir à l'avance que les halogénures d'acide ou encore les halogénures d'alcanoïdes sont plus réactifs que les anhydrides. Et cet ensemble il est très plus réactif que les esters et les amides qui sont les composés les plus stables. Ceci est expliqué bien sûr par l'électronégativité de ces groupements. Donc, on va trouver que les halogènes sont très électronégatifs comparativement avec les autres éléments, avec l'azote, l'oxygène, etc. Ceci va donner une différence d'électronégativité très importante à ce niveau, donc une séparation très facile, une rupture très facile, et d'où la réactivité très importante.
La même chose ici, le groupement acyle, on va dire. Donc, le groupement acyle, le RCOO, c'est un groupement très volumineux. C'est un groupement qui possède une électronégativité très élevée, de plus deux groupements qui sont identiques, donc augmentation de l'électronégativité. Tout ce groupement va contribuer à augmenter la différence de charge à ce niveau-là, ou bien la différence électronégativité entre ce carbone et cet oxygène, ou bien cet ensemble. Donc, cette liaison, elle est vraiment polarisée et d'où la réactivité plus élevée comparativement avec les acides carboxyliques. Donc, tout ça, c'est plus réactif comparativement avec les esters et les amides. Donc, quelles sont les réactions les plus importantes dans le cas des acides, plutôt dans le cas des dérivés d'acide carboxylique? Donc là, on va trouver que la substitution nucléophile est la réaction la plus importante, dans laquelle le groupement nucléophile va attaquer le carbonyle, le dérivé d'acide carboxylique, quelle que soit sa nature. Donc, c'est toujours le nucléophile qui va attaquer ce carbone de ce carbonyle. Et comme nous avons déjà une liaison qui est polarisée entre le carbone et l'oxygène, donc pas besoin d'avoir ici une charge négative forcément. Donc, on peut avoir un nucléophile qui porte une charge négative bien exprimée totale, comme on peut avoir un nucléophile portant juste un double libre. Dans les deux cas, on peut avoir cette substitution nucléophile. Donc, vous aurez attaque très facile sur ce carbone, ouverture, formation de O- et par la suite, le O- va se rabattre pour reformer le carbonyle et éliminer le G. De ce fait, nous avons remplacé le G par le nucléophile. D'accord? C'est une réaction qui est valable avec tous les dérivés d'acide carboxylique. J'ai dit tous les dérivés que nous avons traités jusque-là. Donc, commençons tout d'abord par les halogénures d'acide. Donc là, je parle des chlorides juste comme exemple. On peut avoir également des bromures d'acide. Ces composés-là sont préparés par plusieurs façons. Donc, tout d'abord par halogénation des acides carboxyliques. Nous avons déjà vu que la réaction d'halogénation peut se faire par le dichloride de thionyle. Ça peut se faire par le pentachloride de phosphore, le trichloride de phosphore également. Donc, ce qui change à chaque fois, c'est juste l'équilibre de la réaction, mais c'est toujours le même produit qui se forme, c'est le chloride d'acide que vous voyez à ce niveau. Donc, il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile dans laquelle on va faire remplacer l'hydroxyle par le chlore. C'est toujours le chlore qui va attaquer à ce niveau-là. Ouverture au moins se rabat encore pour éliminer le OH. Mais il faut équilibrer la réaction à chaque fois. Donc, toujours avec la réactivité des chlorures d'acide, donc la réaction la plus importante, c'est la substitution nucléophile. Donc, on peut faire remplacer très facilement ce chlore par un autre nucléophile qui, soit portant une charge négative totale ou un doublet, il peut attaquer très facilement ce carbone. On aura ouverture et par la suite, substitution de ce chlore par le nucléophile. Donc, le mécanisme, c'est toujours le même pour tous les dérivés d'acide. Un nucléophile qui attaque ce carbone, ouverture formation O-, le O- va se rabattre pour éliminer le chlore et on aura ce produit ayant le nucléophile au lieu de chlore. Donc, on passe pour voir une autre réaction spécifique au chloride d'acide, c'est la réaction de saponification. C'est bien sûr une réaction d'hydrolyse en milieu basique. Le groupement hydroxyle va attaquer très facilement ce carbone parce que là, j'ai déjà une liaison qui est polarisée. J'ai d'autre part la double liaison qui est une liaison très facile à ouvrir, une liaison qui est dite mobile. Et d'autre part, vous avez la base